dans le débat Affaires croisées, je vous l'annonçais tantôt, au menu de ce débat, la couverture sanitaire universelle, que comprendre? La question, ce n'est pas à Peggy, bien évidemment, d'y répondre, mais c'est d'abord Peggy que je reçois. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Ce thème que vous venez d'énoncer, tout simplement parce que demain, c'est la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Et donc, la communauté internationale se propose d'aller au fond de cette question et voir ce qui s'y passe d'abord, que recouvre le concept. Nous allons tenter quand même d'en savoir un mot au cours de ce débat et savoir un peu quelles sont les conditions. Est-ce que cette couverture sanitaire universelle est-elle atteinte au Bénin? Et pour répondre à toutes ces questions, Madame Kefilat Bello est avec nous, médecin en santé publique, membre du Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie CERUD. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Peggy. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On commencera déjà par déblayer un peu le terrain. C'est quoi la couverture sanitaire universelle? Merci Monsieur Peggy. La couverture sanitaire universelle consiste en fait tout simplement à assurer que toute la population ait accès aux services de santé lorsqu'elle en a besoin, mais aussi que ces services de santé soient de qualité et que l'accès à ces services de santé ou bien les coûts de ces services n'entraînent des difficultés financières. Donc c'est tout simplement... C'est tout simplement ça. Voilà. Alors cette définition en fait appelle quelques éléments, quelques points saillants. Bien sûr. Il faut déjà que les populations puissent avoir accès à la santé et deuxièmement le coût. Oui. Donc, en fait, comme la définition l'a dit, nous avons trois composantes. En fait. La première composante qui est souvent mise en avant, c'est l'accès équitable. Donc, l'accès équitable, c'est-à-dire tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui en ont les moyens, mais tout le monde, même ceux qui sont indigents à un moment donné, devraient avoir accès aux services de santé au moment où ils en ont besoin. Et la deuxième composante, c'est les services de qualité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir accès à des services qui ne seront pas efficaces. Donc, on sera obligé de retourner encore dans le centre de santé, ce qui n'est pas bien. Et le troisième élément maintenant, c'est que les services n'entraînent pas l'appauvrissement. C'est ce que nous appelons en jargon de santé publique la protection financière. Donc, c'est les trois composantes en fait de la couverture sanitaire universelle. Alors, allons pas à pas sur chacune de ces composantes. L'accès équitable aux soins, est-ce une réalité au Bénin? Qu'est-ce à dire d'abord Malheureusement, vous le savez, vous comme moi, que l'accès équitable n'est pas toujours une réalité. Déjà, lorsqu'on regarde simplement la répartition même des agents de santé, tout simplement, nous savons tous que les agents de santé sont beaucoup plus concentrés dans les zones urbaines, sont beaucoup plus concentrés dans les zones du sud plutôt qu'au nord. Donc ça, c'est déjà un accès non équitable aux agents de santé qui font partie du système de santé. Nous avons des confrères qui ont fait des investigations sur la question, surtout au nord, franchement, c'est le désert. C'est le désert pour les populations. Elles recherchent ardemment et avec peine des médecins pour se faire soigner. Exactement. Donc c'est pour ça on dit, malheureusement au Bénin, malgré tous les efforts, nous sommes encore très loin de l'accès équitable aux services de santé. Donc, je n'ai parlé que des agents de santé, mais il y a aussi toute la problématique des médicaments et même des structures sanitaires. C'est vrai que nous avons une très bonne couverture en structures sanitaires au Bénin. Nous sommes à plus de 80% de couverture. Donc, il y a des centres de santé partout, mais le problème qui se pose, c'est vraiment ce qui est dedans, donc les agents de santé, les médicaments et aussi la disponibilité permanente de ces services de santé. Mais alors, comment comprendre qu'on puisse construire un peu partout dans le pays des centres de santé et qu'on ne se soucie pas de ceux qui doivent faire fonctionner ces centres de santé? La problématique des agents de santé, c'est assez profond comme problématique. Je venais de voir justement le ministre du Travail qui est venu discuter. Il y en a pas suffisamment à recruter parfois. Et nous avons quand même des centres de formation. Voilà, il y a des centres de formation. Il y a des milliers qui sortent par an. Qui sortent par an. Donc, pour certains secteurs, il n'y en a pas beaucoup à recruter, mais pour d'autres, il y en a. Mais malheureusement, voilà, je ne vais pas rentrer peut-être dans le recrutement au niveau de l'État. On n'arrive pas à recruter suffisamment d'agents de santé pour pouvoir travailler dans ces centres de santé-là. Donc, c'est une grande problématique et nous commençons par travailler de plus en plus sur cette thématique-là pour voir un peu d'abord comment recruter plus, mais aussi comment inciter ceux qui sont déjà
au niveau du système de santé, parce que comme je l'ai dit, non seulement il n'y en a pas suffisamment, mais c'est mal réparti. Donc il y en a plus dans le sud, plus dans les zones urbaines. Donc il faut mettre en place des mesures pour inciter ceux qui sont déjà recrutés, qui sont concentrés dans le sud, pour aller vers le nord, ou bien qui sont concentrés dans les zones urbaines, vers le milieu rural. Donc, tout ça fait partie normalement de tout ce qu'il faut faire pour atteindre la couverture sanitaire. Qu'est-ce qui explique selon vous cette mauvaise répartition du personnel? Du personnel, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, il y a les facteurs liés au personnel eux-mêmes. Donc déjà, le fait que personne ne veut aller dans les villages, ça c'est sûr. Surtout parce qu'à cause des infrastructures, du manque d'infrastructures. Donc quand il y a des gens qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, et ils se disent, bon, il n'y a pas des écoles en zone rurale, il y a moins d'activités génératrices de revenus, donc il y a aussi les problèmes salariaux. Donc on se dit, bon, si je suis un peu plus loin, il n'y a pas des à côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi arrondir les fins de mois. Ça, c'est les facteurs liés aux individus eux-mêmes. Et on peut comprendre que chacun, à son niveau, fasse ce petit calcul-là. Mais il y a aussi des facteurs structurels au niveau du système. Pour le moment, il n'y a pas encore des incitations, que ce soit positives ou négatives. Donc, quand tu ne vas pas, tu as une sanction ou bien positive lorsqu'on est en zone rurale. Il y a des projets qui essayent, mais malheureusement, ce n'est pas encore généralisé au niveau de tout le système. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi revoir pour permettre une meilleure répartition des agents de santé. Mais il y a aussi la problématique du privé et du public, parce que quand on parle du système de santé, on parle plus de public, mais le système de santé, c'est à la fois public et privé. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des agents de santé qui ne sont pas recrutés, qui sont dans le privé. Mais quand c'est dans le privé, celui qui est dans le privé se dit il faut que je puisse aller là où les gens peuvent payer, ce qui fait qu'on a plus de concentration dans les zones urbaines. Mais normalement, et je crois que les réformes ont déjà commencé par prendre ça en compte, normalement l'État doit pouvoir fédérer toutes ces structures sanitaires-là pour assurer une meilleure répartition. Alors comment comprendre qu'il faut pallier d'accès équitable aux soins alors que certaines populations se déplacent dans les centres de santé et ne trouvent même pas des gens pour pouvoir s'occuper promptement de... Parfois, ces agents sont là, ils préfèrent peut-être donner à autre chose, regarder la télé, peut-être se curer les ongles à des heures de service. C'est justement de tout ça que nous devons discuter lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle. Comme je vous l'ai dit, les problèmes sont assez profonds parce que ça fait partie... Ce que vous venez de dire, c'est la gouvernance. Donc, c'est déjà... il faut des sanctions à la fois positives, négatives, pour assurer que l'agent de santé, quand il est là, puisse être disponible effectivement. Et il y a effectivement le problème le plus palpable où l'agent de santé est là et bon, il ne prend pas soin des malades. Mais il y a aussi des centres de santé qui n'ont qu'un seul agent de santé. Donc du coup, lorsqu'il y a une autre activité, le centre est obligé de fermer ou bien on laisse le centre aux mains des agents de santé non qualifiés. Et ça, c'est des réformes qu'il faut. On en a discuté, par exemple, juste la semaine passée. On se demandait comment faire au moins pour que dans un centre de santé, il y ait au moins 2 agents de santé qualifiés pour que lorsqu'il n'y en a pas un, l'autre puisse être là. Oui, ce cas, c'est dans les zones périphériques, c'est dans les zones reculées. Mais ici, à Cotonou, dans les zones à forte concentration humaine, c'est quand même un mal, une plaie. C'est un mal, effectivement. Moi, personnellement, j'ai été confronté à ça plusieurs fois. Je ne veux pas citer d'hôpital ici, sur ce plateau. Mais le problème est là. Elles sont là, ils sont là, mais c'est autre chose qui les préoccupe, au lieu de prendre promptement les malades qui viennent à eux. Et ça, normalement, c'est vraiment un problème au niveau de la gouvernance ou du management, même déjà des structures sanitaires, mais aussi de tout le système de santé en général. Est-ce qu'on peut dire que les médecins ignorent ça? Non, les médecins ne l'ignorent pas. Les médecins ne l'ignorent pas. Mais pourquoi ils font rien pour corriger ça? Qu'est-ce qui explique qu'ils ne font rien? Les médecins, il y en a qui ne font rien, mais moi je dis toujours, ne vous attendez pas à ce que... Moi je suis médecin, mais ne vous attendez pas à ce que spontanément quelqu'un se lève pour décider. Il y en a qui vont le faire peut-être pour des raisons éthiques, pour des raisons moraux, mais tant qu'il n'y a pas un système en place qui oblige les gens à faire ce qu'ils doivent faire, donc il y aura toujours des personnes qui ne vont pas faire leur travail. Donc, la meilleure solution, justement, c'est de pouvoir mettre en place un système, une gouvernance correcte, un management correct pour que lorsqu'il y a des problèmes avec des agents de santé indélicats, je vais dire, on puisse sanctionner. Et moi, j'appelle toujours la population à réclamer aussi ses droits. Parce que lorsque vous allez dans un centre de santé et que vous n'êtes pas pris en charge, il y a des recours normalement pour se plaindre. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas encore dans notre pays. Et nous appelons aussi la population justement à réclamer parce que la santé, c'est
un droit. Quand on dit couverture sanitaire universelle, c'est profondément ancré dans les droits humains. C'est un droit. On parle toujours du droit à la santé, de la santé pour tous. Donc, un droit, ça se réclame. Donc, comme on réclame d'autres droits, nous avons aussi le droit de réclamer ou bien de faire appel lorsqu'on va dans un centre de santé, dans une structure sanitaire et on n'est pas bien pris en charge. Mais pour réclamer, il faut savoir Où réclamer. Ben à qui s'adresser. Justement pour ça que le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, le CIRUD, en collaboration avec d'autres structures comme déjà le ministère de la Santé, le HERB COP, qui est une communauté de pratique pour tous les prestataires du système de santé au Bénin, nous organisons justement la journée de la couverture sanitaire universelle demain. Et c'est une journée porte ouverte qui est ouverte à tout le monde pour justement informer la population sur tous ces aspects-là et pour amener aussi les autorités politiques à prendre des décisions courageuses. Parce que, comme je ne vais pas citer d'autres exemples, mais vous voyez dans d'autres exemples quand même, lorsque le niveau politique prend des décisions courageuses, les gens sont obligés de suivre. Forcément, donc, parce que c'est le haut niveau. Voilà, ça doit être la même chose aussi dans le secteur de la santé. Est-ce qu'une journée porte ouverte suffit-elle à corriger tout ce dont vous venez de parler? Pour nous, la journée porte ouverte, c'est juste pour donner un signal, c'est pour donner un signal très fort en disant que voilà, nous sommes engagés pour la couverture sanitaire universelle. Nous avons veillé à inviter beaucoup d'acteurs de la société civile parce que nous comptons sur eux comme relais pour qu'au-delà de cette journée porte ouverte-là, il y ait toujours des actions continues pour travailler sur la couverture sanitaire universelle. Et comment pensez-vous pouvoir amener les gens à comprendre réellement leurs droits et à comprendre qu'il faut les réclamer? Déjà, il faut l'information. Il faut porter l'information, donc nous allons essayer de travailler sur ça. Nous travaillons, merci déjà à Eden TV, c'est pour ça que nous avons demandé aussi d'avoir des plages au niveau des médias pour informer les gens. Nous allons utiliser les réseaux sociaux aussi, parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Même si toute la population n'a pas accès à ça, ceux qui ont accès à ça pourront aussi diffuser l'information. Et ensuite, en dehors de l'information, l'autorité politique aussi, quand je dis l'autorité politique, je ne parle pas que du gouvernement. Il y a le gouvernement, bien sûr. Il y a toutes les déclinaisons du gouvernement, que ce soit départemental, au niveau des zones sanitaires et même au niveau des structures sanitaires, doivent être obligés à un moment donné de mettre des lignes claires des recours clairs, de montrer des recours clairs. Donc une ligne verte, par exemple, ou un moyen de SMS pour que la population soit informée. Voilà. Nous, au niveau de notre centre de recherche, nous avons commencé à travailler activement justement sur la participation citoyenne. Donc quand nous parlons de participation citoyenne, c'est justement comment la population peut participer à sa propre santé, mais aussi peut réclamer ses droits. Donc, c'est important. J'espère que nous allons revenir en parler lorsque le projet va commencer. Voilà. Vulgariser et faire l'exercice dans les autres langues aussi. Exactement. Et l'autre chose, vous savez très bien que ce peuple, le vôtre, le nôtre, est très peu enclin à faire ces genres de réclamations, ces genres d'exercices, parce que ce n'est pas forcément dans notre culture. Après que vous aurez fait tout ceci, comment pensez-vous vraiment que la réaction que vous voulez puisse être une réalité? Pour nous, en santé publique, on dit souvent qu'il faut travailler de façon continue et il faut travailler sur le feedback. Le feedback, c'est le retour. Donc, très souvent, ce n'est pas juste, comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste faire une journée, porte ouverte et de parler et puis c'est fini, on n'en parle plus, mais c'est de façon continue. Lancer l'information, mais surtout donner l'opportunité aux gens de faire du feedback. Et quand on dit le feedback, c'est pour ça qu'on a parlé par exemple des SMS, qu'on a parlé des réseaux sociaux, parce que c'est contrairement à la radio ou à la télévision, en dehors des émissions interactives où la personne reçoit juste, les autres canaux permettent quand même d'avoir du feedback. Et c'est prouvé qu'au fil du temps, les gens commencent par comprendre que c'est notre droit. Et surtout lorsqu'il y a des réponses, parce que lorsque les gens réclament et qu'il n'y a pas de réponse, ça décourage. Et c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture de réclamer, mais aussi ce qui décourage, c'est lorsqu'on réclame et qu'on n'a pas de suite ou qu'on n'a pas de réponse. Donc je ne vais pas perdre mon temps justement à aller réclamer alors que je sais que je n'aurai pas de suite. Mais lorsqu'on voit qu'au fil des réclamations, il y a quand même des changements dans la qualité des services qui sont offerts, il y a des changements dans la disponibilité, ça encourage la population à réclamer. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, ce n'est pas quelque chose d'une journée. Je vous vois bien déterminé, là. C'est sûr. J'espère simplement que vous allez pouvoir réussir. Alors, parlons maintenant des services de qualité. La deuxième condition pour
Déjà, même pour finir avec l'accès équitable, je voulais aussi dire le dernier volet, et ça c'est vraiment la fonction régalienne de l'État, c'est l'accès des indigents aux soins de santé. Parce que il faut mettre en place un système pour que les indigents puissent avoir accès, même quand ils n'ont pas assez de moyens financiers. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on ne va peut-être pas rentrer dedans. Est-ce que vous avez l'impression que les indigents sont aujourd'hui priorisés, sont aujourd'hui, comment dire, de toute façon, il y a sur le plan politique, en tout cas, au niveau de l'agenda politique, la prise en charge des indigents est très élevée. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'agenda politique, donc c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde dit c'est important. Maintenant, il faut aller une étape plus loin, c'est-à-dire il faut prendre des actions. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont commencé déjà à être prises. On a entendu parler du RAMU dans le temps. Il y a la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Nous sommes en train d'aller vers l'Arche. Donc, tout ça, c'est des initiatives pour montrer quand même que les gens pensent aux indigents. Maintenant, le problème, c'est entre penser, entre penser et les laisser venir. Entre penser, agir et vouloir et pouvoir agir, il y a une longue route. Et en fait, le directeur général de l'OMS le dit, la couverture sanitaire universelle, c'est un long chemin. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de pouvoir faire un pas à chaque fois et surtout apprendre de ses erreurs. Parce qu'il faut très vite savoir si on se trompe et pouvoir revenir rapidement en arrière. Et là, les citoyens aussi peuvent jouer un rôle en disant attention, ce que vous êtes en train de faire, à un moment donné, ça ne marche pas et l'État devra pouvoir prendre en compte toutes ces recommandations-là pour améliorer. C'est très important. Très important. Alors maintenant, la sur qualité. La qualité. Oui, sur la qualité des soins. On n'en parle pas beaucoup quand on parle de couverture sanitaire universelle, mais c'est important parce que lorsque vous allez, vous avez difficilement pu avoir accès aux soins et que vous avez accès et que la qualité n'y est pas, vous voyez bien qu'on n'a pas le résultat de santé pour tous. Et pour la qualité des soins, plusieurs actions sont déjà faites au niveau du pays. Déjà, vous avez entendu parler souvent on va de plus en plus vers la prise en charge par des agents qualifiés. Donc, de moins en moins, on met vraiment l'accent sur la prise en charge des agents qualifiés. Et très souvent, les indicateurs qu'on présente au niveau des pays, de plus en plus, on élimine tout ce qui n'est pas fait par des agents de santé qualifiés. Donc ça, c'est une action déjà qui est faite. Et les autres actions de qualité qu'on pourrait faire, c'est vraiment de sensibiliser un peu plus les agents de santé et d'utiliser beaucoup plus les protocoles de soins pour assurer la qualité. Donc ça, c'est encore tout un volet sur lequel il faudrait travailler pour assurer la qualité des soins. Parlant de qualité des soins, il y a quand même un fait que j'ai bien envie de soulever ici. On n'en parle pas souvent sous d'autres cieux. C'est des procès pour les erreurs médicales. Mais ici, c'est pratiquement rien. Les gens meurent dans le silence. Qu'est-ce qui se passe entre vous, médecins? Est-ce que vous vous dites des vérités? Parce qu'il y a plein d'erreurs médicales. Des gens qui meurent, qui décèdent vraiment par erreur du corps médical. Et pourtant, on ne dit rien. On se remet à Dieu, on se remet entre les mains de Dieu. On dit, c'est Dieu qui a voulu, et puis voilà, c'est fini. À la prochaine erreur. C'est Dieu qui a donné. Dieu a repris. Ça ne devrait pas être comme ça normalement. Déjà, il y a... Pour ce que je sais, les actions sur la qualité qui sont en train de se faire, par exemple, notre centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, est très, très engagé dans les audits de décès, surtout les audits de décès maternels. C'est un mécanisme d'assurance qualité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un décès, qu'aucun décès ne passe inaperçu, surtout les décès de femmes pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, que ces décès ne passent pas aperçus. Donc, on décortique chaque décès et on essaye de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que cette dame-là décède et quelles sont les décisions que nous allons prendre pour que une autre femme dans la même situation connaître un tel cas. Voilà, n'est plus un cas. Donc, il y a ce mécanisme-là qui est sur lequel nous sommes très, très engagés. Mais quand on parle de qualité, c'est vraiment multisectoriel, c'est multidimensionnel. Il y a aussi la problématique, vous avez parlé des procès, la problématique des procès et de la réclamation. Je vois ça difficilement dans les mains des acteurs de la santé. Parce que si on les laisse dans les mains des acteurs de la santé, ça ne va pas vraiment prospérer. Donc, c'est beaucoup plus la société civile, beaucoup plus les citoyens et d'autres entités qui devraient prendre des actions dans ce sens-là. Oui, mais est-ce qu'entre vous, agents de santé, médecins qualifiés, professeurs, est-ce que le cas des erreurs médicales est quand même souvent évoqué, traité? Est-ce que vous en discutez? Voilà. Malheureusement, je vais reparler encore de ce que je sais, qui est les audits des décès maternels. Souvent, les audits des décès maternels, on invite toujours ceux qui
ont suivi le cas et d'autres personnes justement pour pouvoir travailler sur ces décès maternels-là. Et ça, on se dit, comme dit souvent ma directrice aime bien le dire, on se dit la vérité 4 tard parce que nous sommes des agents de santé. Si tu fais mal, on te dit que tu as mal fait. Et très souvent, chaque année, on fait un point de tous ces décès-là qu'on restitue maintenant à toute la communauté sanitaire. Ça, c'est un premier volet. Maintenant, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes et l'ordre des infirmiers qui, normalement, devraient prendre des actions de sanctions pour ces agents de santé-là. Et ça, c'est vrai que c'est très timide, mais ça a commencé. On n'a aucune connaissance de cas avérés où un médecin a été puni pour erreur médicale. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça a commencé. Et par exemple, pas plus tard que la semaine passée, il y a eu un procès d'une sage-femme dans le Nord pour cette erreur médicale-là. Donc, ça a commencé timidement, mais ça a commencé. Et c'est vers ça aussi, on veut appeler les gens, que ce soit tout ce qu'on peut faire justement pour améliorer la qualité des soins. Parce que ce n'est pas seulement les acteurs de la santé qui vont le faire. Vos audits de décès prennent en compte quel échantillon? En général, on travaille, toutes les zones sanitaires du Bénin font des audits des décès maternels. Donc, tout décès est audité. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'arrive pas à tous les auditer. L'année passée, en 2016, on a eu autour de 60% de cas audités. Donc, nous allons améliorer ces décès. Mais tout décès maternel devait être audité pour qu'on puisse tirer des erreurs de ça. Pardon? Est-ce qu'il l'est systématiquement? La politique actuelle engage à le faire. Et il y a plusieurs zones sanitaires qui font 100% des décès maternels. C'est vrai qu'il y a quelques zones qui sont encore en arrière, mais on est en train de travailler pour que ça devienne systématique parce que c'est la norme en tout cas. C'est déjà ce que l'autorité a demandé. Donc il y a un arrêté pour ça qui demande à ce que tout décès maternel soit audité. Donc c'est quand même, comparativement à quelques années où on ne faisait rien, on est quand même à 60% d'audits de décès maternels. Et nous comptons aller. Les résultats de ces audits ne servent qu'à vous livrer une partie aux parents. Très souvent, on fait le feedback à la communauté. Ce n'est pas tout, parce que ça coûte cher, donc ce n'est pas dans toutes les zones sanitaires, mais par exemple à Djoum, à Sakete, nous avons fait le feedback à la communauté. Nous avons dit, après les audits de décès maternels, nous avons audité tel nombre de cas, voici ce que nous avons vu du côté des agents de santé comme erreur. Voici ce que nous avons vu du côté de la communauté comme erreur et on travaille ensemble avec les communautés pour ça. Oui. Mais ce n'est pas encore systématique parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on espère pouvoir amener quand même toutes les zones à faire ce feedback. Mais tout au moins, la revue au niveau des structures sanitaires, ça se fait. Et le feedback aux agents de santé aussi, ça se fait. Ça se fait. Oui. D'accord. À présent, l'élément, le nec plus ultra, on va dire, de cette situation qui réfrène l'arrêt des populations à l'hiver. Les agents de santé, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, c'est le coût. Le coût. Voilà. Le coût, c'est vraiment le nerf de la guerre. La protection sociale est très importante parce que s'il faut vendre après un soin, sa moto, sa maison ou sa voiture, voilà, on a réglé le problème de santé, mais après on tombe dans la pauvreté et c'est encore d'autres soucis. Pour cet aspect-là, déjà, au niveau du système de santé, il y a tout un travail à faire sur le coût des prestations, sur comment éviter le gaspillage, etc. Mais la santé n'est pas gratuite, comme on dit, ça a un coût. Mais l'idée ici, c'est de tout faire pour que le coût ne soit pas à la charge de l'usager au moment où il a besoin de ça. Et c'est vers tout ça que concourent toutes les démarches d'assurance maladie. Et je pense que c'est de ça que le gouvernement aussi est en train de faire. Déjà, on a essayé avec le RAMU, maintenant on va vers l'ARCHE. Donc ça veut dire que le gouvernement est conscient qu'il faut vraiment mettre en place un système de sécurité sociale, un système d'assurance maladie pour que tout le monde puisse être dans ce système et ne soit pas obligé de payer de sa poche au moment où il a besoin des soins. Oui, mais là, j'ai de très bonnes intentions, Madame Kefilat Bello, mais vous n'êtes pas sans savoir, hein, sur le terrain, c'est hideux ce qui se passe. Vous voyez des agents, non pas des agents, des malades, vraiment mal en point, qui déboulent. Et on exige, si vous ne passez pas à la caisse, on ne peut pas les toucher. Résultat, 2 heures, 3 heures de temps après, c'est des gens qui décèdent. C'est dommage qu'on n'ait pas
et à l'affiche l'affiche de notre journée, justement. Vraiment. Le message que nous voulons passer, c'est surtout ça. Donc, sur notre affiche, on voit ce citoyen qui est dans son champ, qui s'est blessé avec sa roue. Et voilà, l'agent de santé lui demande paye d'abord avant de se faire. Avant de te faire soigner. Effectivement, ça, c'est inadmissible. Et comme vous l'avez dit, c'est bien beau de faire des discours. Nous sommes tous d'accord que c'est inadmissible. Maintenant, c'est qu'il faut travailler pour voir comment est-ce qu'on va vers... Parce que ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas très simple de mettre en place un système d'assurance est-ce que vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas sensibiliser ces agents-là? Le cas est vraiment patent au niveau des urgences. Ici, au CNHU de Cotonou, je vous assure, des gens sont vraiment mal en point. Mais on doit voir leurs parents. Ils doivent passer à la caisse avant qu'on ne leur prodigue les premiers soins. Et de la même manière aussi... Est-ce que votre lutte n'est pas vouée à l'échec face à cette situation? Je vous assure, moi j'ai tenté d'en discuter avec des gens au niveau des urgences, mais ils m'ont dit, écoutez, ici, on n'est pas dans la maison de Dieu. Ce n'est pas les bons dieux-arts qui jouent ici. C'est des réactifs, les médicaments, tout ça là, a un coût. Alors, voilà. Qui va y faire face? C'est pour ça que je dis la santé a un coût. Nous voulons que ça soit gratuit ou moins cher pour l'usager. Abordable. Abordable pour l'usager, mais nous devons être conscients que la santé a un coût. Et malheureusement, moi, personnellement, je ne peux pas vous donner de réponse parce que de la même manière où il y a effectivement des patients vous êtes agent de santé, vous êtes médecin. Oui, et de la même manière, il y a aussi chaque jour... Bon, ça, je témoigne au nom des agents de santé parce que je suis aussi agent de santé. Il y a chaque jour des agents de santé qui sont obligés de cotiser de leur poche pour payer des médicaments. Et je peux vous dire que ça ne fait rien parce que ça ne règle pas du tout le problème. Donc, vraiment, c'est pour ce vers quoi nous devons vraiment lutter, nous engager pour qu'au plus haut niveau, déjà au niveau du gouvernement, les initiatives pour aller vers la couverture sanitaire universelle ne soient pas juste des discours, que ce soit vraiment de l'action et que nous-mêmes, au niveau de la société civile, que nous puissions à chaque fois mettre la pression, travailler. Donc c'est vraiment quelque chose que tous les citoyens, c'est quelque chose à laquelle tous les citoyens doivent mettre à la pâte parce que c'est très très complexe. Et voilà, le chemin n'est pas facile vers la couverture sanitaire. J'aurais bien voulu avoir à votre place le ministre de la Santé ou en tout cas... Non, notre ministre est très conscient. Les hauts dirigeants, parce que ça c'est vraiment un problème, c'est un problème sérieux. À un moment où vous appelez tout le monde à aller vers les agents de santé, vers les centres de santé, mais on les décourage. On les délaisse parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pensez-vous vraiment qu'on puisse atteindre cet objectif-là? Je voudrais justement vous inviter, vous, en tant que journaliste, mais aussi toute la communauté, justement, à ne plus se taire sur ces aspects-là et à vraiment mettre la pression pour que toute décision qu'on prend puisse vraiment être focalisée vers l'atteinte de cette couverture sanitaire universelle. C'est très important. Oui, mais il y a beaucoup de travail, donc nous devons nous lever, comme on dit. Et la journée à quelle édition cette année? La journée, c'est la 4e édition cette année, de la journée internationale, mais c'est la première fois qu'on la célèbre au Bénin. Oui, c'est la première fois qu'on la célèbre. Sinon, j'allais vous demander l'impact, parce que c'est des choses importantes dont on parle. C'est une journée très importante, mais quel est le résultat sur le terrain? Le premier impact quand même sur le plan international, déjà, c'est que on en parle au moins. Parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé de santé pour tous, on a parlé, mais ça n'a jamais été aussi haut sur l'agenda politique. Actuellement, toutes les organisations internationales en parlent. Donc, en dehors de cette journée, il y aura beaucoup d'autres manifestations. Donc, ça, c'est déjà un premier résultat. Donc, au-delà de parler maintenant, nous devons aussi aller un peu plus vers l'action. Et pour cette journée que nous organisons demain, notre devise, c'est « Au nom de la fraternité, il est temps d'agir ». Parce que notre devise au Bénin, c'est « Fraternité, justice, travail ». Mais le volet fraternité, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Donc, c'est pouvoir. Et même quand on parle des sites, nous-mêmes en tant que citoyens, parfois quand on dit on va faire... Il y a eu des initiatives de mutuelles de santé, mais qui n'ont pas marché. C'est vrai que pour que la mutuelle marche, il faut vraiment une volonté politique. Mais déjà, nous-mêmes, on se rend compte que c'est ceux qui sont malades qui vont cotiser, alors que ceux qui sont en forme ne cotisent pas. Ça, c'est déjà un problème comportemental qui ne va pas avec la fraternité. La fraternité, et pour que l'assurance maladie marche, c'est que ceux qui sont riches ou en activité cotisent pour ceux qui sont pauvres
Et ceux qui sont en bonne santé cotisent pour ceux qui sont malades. Donc, il ne faut pas se dire, bon, moi, je ne suis jamais malade, je ne vais pas cotiser, je ne vais pas adhérer à l'assurance maladie. Donc, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Donc, vous voyez que l'action, c'est tout le monde qui doit mener cette action-là. Il faut effectivement une volonté politique claire. C'est prouvé sous d'autres yeux, c'est prouvé que quand il n'y a pas la volonté politique, ce n'est pas possible. Parce que les toutes petites mutuelles, sans qu'elles ne soient soutenues, elles ne peuvent pas survivre. Mais au niveau des citoyens aussi, il faut beaucoup d'actions pour que nous puissions. Donc c'est un travail vraiment de tous les citoyens. Docteur Kefilat Bello, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot sera d'inviter toute la population, tous les citoyens et tous ceux qui sont engagés pour le droit à la santé, à la direction départementale de la santé du littoral demain. C'est à Plakodji, juste un peu avant l'ancien pont. Donc nous allons discuter de la couverture sanitaire universelle demain 12 décembre 2017 de 15h à 18h. Mais la mise en place commence à 14h, parce que nous allons effectivement démarrer à 15h. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu jusqu'à nous, ici à Glo, pour quand même poser cette problématique afin d'aider les populations à comprendre quel est leur rôle, mais également les pouvoirs publics, à savoir prendre les décisions qu'il faut pour qu'on atteigne réellement la couverture sanitaire universelle, parce que lorsqu'on tombe malade, c'est à l'hôpital qu'il faut aller se faire soigner, c'est à l'hôpital qu'il faut aller pouvoir trouver solution à ces maladies. Alors, il ne faut pas rester chez soi et dire, ouais, j'ai pas les moyens, en tout cas, et je ne pourrais pas y aller. C'est maintenant le moment d'y aller forcément pour aller se faire soigner, pour éviter d'autres problèmes qui viendront s'ajouter à cette maladie déjà que vous avez. Merci en tout cas, Dr Kefilat Bello. Merci et aussi. merci vraiment pour cette opportunité que vous donnez aux populations d'en comprendre un mot. Nous espérons simplement qu'elles pourront faire ce qu'il faut.